Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes là pour écouter, partager, parler de cette émission avec vos amis, partager-la pour le plus grand nombre, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à la regarder. Bonsoir Michel Branchier, rédacteur en chef du journal Justice. Bonsoir Malo, effectivement. J'ai reçu, en ce qui me concerne, beaucoup de réactions à la reprise de notre émission. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as passé, mais il y a même des gens qui ont trouvé le moyen d'avoir mon numéro de téléphone. Non, c'est pas moi. Ah non, c'est pas je moi. me permettrai. En tout cas, des gens qui trouvaient le numéro de téléphone, moi. Mais heureusement, ce n'était pas pour m'engueuler. C'était plutôt pour nous remercier d'avoir abordé des sujets difficiles et d'une certaine manière. Alors, je crois que c'est l'un des plus gros scores, en tout cas Facebook, de l'émission de la semaine dernière. C'est vraiment la première fois que ça a été monté aussi haut, aussi rapidement par rapport à Internet. Tout à fait. Donc, un coucou aussi à la communauté Facebook qui nous regarde. Bonsoir, comment ça va, monsieur José Anelka, lui aussi frais. Bonsoir Mano. Bonsoir Mano. Oserais-je en préambule dire à tous nos nombreux, de plus en plus nombreux téléspectateurs que les informations qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont pas d'une vérité toujours absolue. Quand on veut entendre une vraie information, on regarde l'émission sur Zouk TV, on écoute RCI pour certains en radio, mais n'allez pas partager ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est très grave, c'est important ce que je dis, c'est très important, tout n'est pas vérité. Oui. Tout ce qui est écrit. Alors j'ai vu que la semaine dernière, s'il y a un d'entre nous qui a tiré son épingle du jeu et qui est d'une viralité exceptionnelle, c'est M. Marajo. On a découpé l'émission, on a diffusé autant que possible des petits bouts de ses propos. Des gens ont réagi mal, on n'a pas toujours très bien compris. Il est important de dire aux gens que quand ils prennent des morceaux d'émission, quand ils font circuler sur les réseaux sociaux, il faut expliquer et que tout ce que l'on voit, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on transmet n'est pas une vérité. Surtout si c'est sorti de son contexte. C'est quand ça sort, absolument. Ah ouais. Du coup, donc plutôt que de prendre des morceaux d'émission, écoutez-nous, regardez-nous. Et si vous nous appelez, on pourra même vous envoyer carrément le lien YouTube ou bien le lien Facebook. Comme ça, vous aurez une information vraie. Très bonne initiative. Bonsoir, monsieur le professeur. Ça va bien? Bonsoir, enfin pas encore, pour l'instant en vacances. Bonsoir Mano, bonsoir chers camarades. Salutations progressistes, bien évidemment, puisque je représente le progressiste qui est pour l'instant en sommeil pendant le mois d'août. Et je suis d'accord avec les intervenants précédents pour dire effectivement que l'information, il faut qu'elle soit coupée, il faut qu'elle soit vérifiée. Et la communication, ça n'est pas de l'information. Les réseaux sociaux sont effectivement plutôt de la communication. Et moi aussi, j'ai eu des retours plutôt favorables, des personnes qui très sympathiquement sont venues me dire qu'ils nous regardent. Et donc, on les salue fraternellement en leur remerciant de leur fidélité. Merci Charles. Et puis la star de l'émission de la semaine dernière, Eddy Marajo, bonsoir. Bonsoir Mano. Contrairement à ce que vous avez avancé, je ne suis pas du tout une star. Je vais vous citer un petit SMS que j'ai, et vous allez reconnaître de qui ce SMS parle. Ce jeune prof PPM de l'émission est très apprécié. Me gusta mucho. Il peut contribuer à informer les jeunes. Voilà, vous voyez, et on me l'envoie à moi. Hein. Mais ils n'ont pas son numéro. Ils n'ont pas son numéro, donc voilà, on m'a demandé de transmettre. Je savais que c'était une taquinerie de mon ami Eddy. Il a transmis un message. Oui, non, c'est un véridique, je vais te le transmettre et je vais te donner le nom. Tu as compris qu'il ne peut pas tout dire à l'antenne. Et c'est qui ce monsieur? C'est une dame. Pourquoi on nous a échappé? C'est une dame. Mais justement. Me gusta mucho. Non, je voulais dire merci beaucoup à Mano d'exister, de permettre à ce pays d'avoir un moment de pédagogie. Et puis de pédagogie, j'allais dire, sereine. Parce que ce que les gens attendent, et la plupart des gens qui m'ont contacté, ce qu'ils attendent, et pour l'instant on peut dire qu'ils sont pour la plupart, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord avec ce que nous disons, ils sont pour la plupart satisfaits de l'existence de cette émission. Voilà. Donc au-delà de ce qu'on peut dire, je pense que le fait que cette émission existe dans le paysage
audiovisuel martiniquais est un élément fondamental. Et je ne suis pas le seul à le dire, puisque nos amis guadeloupéens nous regardent avec des taux d'audience qui sont extraordinaires. Parce que je reçois beaucoup et ce soir, je veux leur rendre hommage parce que je pense que la Guadeloupe fait un travail. Nous, on se plaint beaucoup, mais la Guadeloupe fait un travail terrible de réflexion, d'introspection, parce que, comme vous le savez, ils sont davantage que nous frappés par cette maladie, mais à des niveaux qui sont inédits dans le monde, parce qu'on a fait des ratios de mortalité par rapport à la population, d'incidence, de contamination. Les Guadeloupéens vivent un cauchemar absolu. Très bien, merci Eddie. Avant donc de parler des sujets qu'on avait prévus, je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je parle sous le contrôle de Charles, il y a une bombe qui a explosé en Afghanistan. Quelques heures. Ouais. Il y a quelques heures de ça. Et À l'aéroport. Oui. à l'aéroport. Donc, et apparemment, d'après ce que Charles me disait, il y a 12 Il y a 12 soldats américains qui sont morts. soldats américains ou afghans? Soldats américains. Américains. Soldats américains, parmi les victimes. Parmi les victimes. Alors, Mais ce il y a que j'ai deux noté autres quand qui même, changent, hein. c'est que depuis quelques heures, les médias ne communiquent que sur les victimes américaines. Non, ne dis pas ça, ne dis pas ça. C'est pas vrai. Ça a commencé, les premières dépêches AFP ont concerné Des Afghans, je crois. Des Afghans, voilà. Il y a eu 5 morts. Ah. Il y a eu 5... Non. Donc, au début, c'était 5 morts afghans, notamment des personnels afghans qui ont travaillé pour les Américains. Donc, l'attentat était ciblé. Ouais. Puisqu'ils ont vu, il y avait un rassemblement qui attendait Tout à fait, d'être tout à fait. exfiltré. Et c'est un attentat suicide. Hein. Oui. C'est un attentat suicide. C'est un faux réfugié qui s'est installé parmi ces gens-là et qui a déclenché sa ceinture. Tout à fait. Et en venant au secours, les soldats se sont précipités pour venir au secours et le deuxième a fait exploser sa ceinture pendant que les soldats aidaient C'est la à technique. l'évacuation. Technique Alors, de il Daesh. semblerait qu'il y ait un autre attentat qui a eu lieu il y a quelques heures. On ne sait pas si c'est un attentat ou pas, une attaque en ville même, à Kaboul. D'accord. Et ça aura comme conséquence. Ça, c'est Daesh. Hein. C'est Daesh. Ouais, absolument. Bon, alors, rappelez-vous qui soutient Daesh, vous allez rigoler. Hein, parce que Daesh est soutenu, dès le départ, Daesh est soutenu par le Qatar. Vous vous rappelez de ça hein? Tout à fait. Mon ami Michel l'a rappelé à plusieurs reprises. Et le paradoxe de cette histoire, c'est que vous allez voir que les Américains vont rester très longtemps, parce que les Américains vont redevenir les potes des talibans. Parce que je vous rappelle que... C'est ce qui se passe en ce moment. au départ, les Moudjahidines, qui se sont transformés pour certains en talibans, étaient armés, soutenus par les Américains, contre les Soviétiques. Donc voilà. là, il y a un retournement qui est en train de s'opérer. Talibans, Daesh est en train de faire les talibans et les Américains pactiser contre eux. Et il y a de fortes chances que les Américains restent au-delà du 31 août, contrairement à ce que Biden avait. Alors, Charles. Alors, je prends la suite d'Eddie, tout à fait. Hein. Je veux préciser une chose tout de même. Quand on a un sujet d'actualité aussi brûlant, on est obligé, j'ai griffonné quelques éléments de mémoire, on est obligé, entre guillemets, de synthétiser et de présenter les choses simplement. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai des retours qui me disent oui, mais attention aux approximations, etc. Ben, l'actualité est brûlante, il faut bien qu'on commente l'actualité. Alors, s'il y a lieu de revenir sur le sujet un autre jour avec des explications plus détaillées, plus précises, c'est aussi possible. Bien sûr. Mais réagir à brûle pour point sur une actualité comme celle-là oblige à présenter les choses avec peut-être des nuances ou des approximations qui méritent parfois d'être approfondies. Alors, ça, c'est le propos. Je voulais... Vas-y, si tu veux. Mais je vais entrer dans les explications là. Alors, finis, alors. Vas-y. Alors, en fait, il y a une distinction fondamentale, et ça, c'est ce que je viens de prendre comme note là maintenant. Il y a une distinction fondamentale entre Daesh, ils sont sunnites, extrémistes aussi, pratiquent la charia, Voilà. et les talibans, qui ont donné Al-Qaïda, qui sont extrémistes et qui pratiquent la charia aussi. Les distinctions fondamentales sont premièrement que Daesh, l'État islamique en Irak et au Levant, ils ont une volonté internationaliste d'exporter la charia à travers d'autres États. Et alors que les talibans, eux, ils veulent contrôler un État et y pratiquer la charia. Les talibans, donc, sont en Afghanistan. Premièrement, donc. Deuxièmement, Daesh ne veut absolument pas de réconciliation avec quiconque. Ils sont pour une guerre sainte, le djihad, contre tous les impies. Et ils traitent les talibans d'impies. Hein. Tandis que les talibans, eux,
ils n'ont pas l'intention de faire la guerre à tout le monde. Ce qui les intéresse, c'est de contrôler leur territoire. Ils ont négocié avec les Américains, ce que Daesh n'a pas compris du tout, parce qu'ils ont négocié avec les Américains pour dire qu'il faut partir, etc. Et puis, ils ne veulent pas affronter les Américains, ni leur ennemi de toujours, les sunnites qui sont iraniens. Les chiites, pardon, iraniens. Ouais. Parce que les sunnites et les chiites sont des adversaires. Alors pour faire court, pour faire court, en fait, le sunnisme, c'est la majorité des musulmans, mais l'État domine la religion. Tandis que le chiisme, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la religion domine l'État. Pour faire court, pour faire court. Je précise ça parce qu'après on va me dire, ah ouais, mais encore des approximations. Et donc, et troisième, alors ils ont tous les deux des canaux de diffusion qui s'appellent Al Jazeera. Al Jazeera, tous les deux, donc ce sont... Précise que Al Jazeera, c'est la télé du Qatar. La télé du Qatar, absolument. Et enfin... Le Qatar qui possède Paris Saint-Germain. Oui, tout à fait. Et Qatar qui organise la prochaine Coupe du Monde. Oui, tout à fait. Et pour finir, le Qatar qui est en train de construire un aéroport sur la mort de milliers de migrants. Oui, tout à fait. Au Qatar même. Au Qatar même. Oui. Et pour finir, oui, bon. Daesh, ils ont une stratégie d'expansion qui est beaucoup plus souple. C'est-à-dire que eux, ils sont, ça c'est vraiment la génération terroriste 2.0. Ils sont dans la haute technologie, les clips, etc. Ils réussissent à faire radicaliser des loups solitaires dans leurs chambres. Ils réussissent à rentrer vraiment dans les esprits des personnes. Ils ont des ingénieurs très performants qui réussissent à emprunter une stratégie et ils ont pour but, comme la mouche du cocher, ils ont pour but de frapper des petites frappes un petit peu partout dans le monde. C'est ça leur stratégie, leur but du point de vue du terrorisme. Tandis qu'Al-Qaïda, c'était une grosse machine avec une logistique importante pour faire de grands coups. Et Al-Qaïda, ils ont été dépassés par Daesh parce qu'Al-Qaïda ne peut aujourd'hui, avec tous les contrôles qu'il y a dans les avions, etc., ils ne peuvent pas aujourd'hui mettre en branle une logistique importante pour faire un gros coup. Tandis que Daesh, eux, il suffit simplement de convaincre, voilà, un couteau, il suffit de convaincre. Ou bien une voiture, comme on a vu en Angleterre, à Nice. Il suffit de convaincre un jeune qui est désœuvré de passer à l'attaque, et puis après, le jeune passe à l'attaque, et Daesh est fier de ça. Et c'est imparable. Et c'est imparable. Alors pourquoi, en fait, aujourd'hui, là, qu'est-ce que Daesh vient de faire? Daesh a donné un coup fatal, enfin un coup fatal, peut-être pas fatal, mais en tout cas un coup en dessous de la ceinture de son ennemi de toujours, qui sont les talibans, pour justement faire Biden changer d'avis à propos de son départ. Voilà. Et c'est ça la stratégie. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que Biden... Ils ne veulent pas que Biden... Parce que sinon les talibans contrôlent le pays, et les talibans ont gagné, et là c'est une guerre fratricide, une guerre civile qui va s'installer, mais si les Biden restent, eh bien les talibans auront affaire aux Américains. Et comme les ennemis de mes ennemis deviennent... Opportunément mes amis, c'est ça en fait, opportunément mes amis. On n'a pas trop vite en besogne quand même. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est l'orientation. Ils veulent que les Américains restent pour que les Américains empêchent aux talibans d'avoir un État... Et puis que les Américains soient des cibles, comme ça, de temps en temps, on fait exploser un truc. Voilà. Non, mais c'est tellement complexe. Et puis, je finis pour dire... Oui, parce que Michel... Oui, il trépide. Non, mais je veux simplement dire... Tu as dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Ce que je veux simplement, pour finir, c'est une question de foi. Or, la foi, il n'y a pas de raison dans la foi. Alors, il y a une personne très proche de moi qui fait des études de psychiatre, elle m'a dit un jour, ma fille, elle m'a dit un jour, la seule... en fait, la seule... ce n'est pas une pathologie, mais la seule schizophrénie qui n'est pas considérée comme une maladie et qui est étendue partout dans le monde, la seule schizophrénie... La foi. C'est la foi et la religion. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui parlent à Dieu, c'est tout à fait normal. Mais imaginez que vous rentriez dans un avion et que vous voyez le pilote en train de dire « Seigneur, je te confie ce vol » et puis permets-lui d'atteindre l'aéroport de Fort-de-France. Moi, je m'aurais débattu. Personnellement, on s'ingénieur en aéronautique, vous mettez la commande de l'avion à Dieu, moi-même qui a débattu, ou bien alors tu as un petit souci sur ton testicule droit, et puis le chirurgien qui parle au scalpel qui lui dit « Seigneur, je te confie ce scalpel pour opérer Mano. » Bon, sur des boucles-là, Dieu, moi, Est-ce que vous avez vu le nombre de gens qui sont allés se faire vacciner après l'intervention du pape? Ouais. Bon, le pape a dit. Alors, est-ce que je peux je donne la parole tout de suite. Ce que vient de dire Charles est fondamental. Sur un réseau social que je ne citerai pas, il y a un type qui
qui répond à... Il y a eu des échanges, mais des centaines de trucs sur Dieu, la foi, etc. Il y a un bouc qui était là, un Martiniquais. Le bouc qui était là, il dit, tu parles à Dieu, tu es un croyant. Par contre, il te répond, tu es un schizophrène. C'est ça, Non, c'est ça la vraie différence. Mais tu as le droit de parler à Dieu. Par contre, si tu viens me dire... Soutenu. Si vous venez Ouais, si vous c'est un venez dire problème, qu'il il y a un pas les problème. bords, et puis Dieu fait ça, c'est ça Ouais. surtout. Et en fait, pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire, Daesh fait ça. Daesh te dit, il va te dire. Et puis au bout d'un moment, il y a qu'à transformer, il y a qu'à dire, il nous a dit de te dire. Alors là, ou prie, puisque tu sais, tu te fais l'intermédiaire de l'éternel, et c'est ça le problème. Et le lien avec la foi est fondamental. Michel. Non, ce que je voulais simplement ajouter, mais ça a été rappelé par les deux intervenants, c'est la stratégie américaine. La stratégie américaine dans les années 90, et même avant, c'était d'abord l'anticommunisme. Bon, non, mais faut bien comprendre. Pourquoi on en est là? Il y avait un parti communiste en Afghanistan, avec des jeunes, en général, instruits, formés, avec aussi des officiers qui étaient formés par l'armée rouge. Bien. Et ces jeunes se sont dit, il faut moderniser l'Afghanistan. Donc, notamment, en mettant des écoles primaires dans tout le pays. Bien sûr, il y a eu des réactions des islamistes contre eux. Et c'est là que les Américains sont intervenus. Ils sont au Pakistan, ils les ont formés, notamment Oussama Ben Laden, ils ont formé, armé ces gens. Bon. Et aujourd'hui, bon, je passe surtout sur cette période, mais là, il y avait un théoricien. Ayman al-Zahawi. Alors, je parle du côté américain. Ah, côté américain, pardon. Brzezinski. Oui. Brzezinski. Ce théoricien qui voulait remodeler les frontières des pays du Moyen-Orient. Et pour comprendre cette situation, j'invite nos auditeurs à regarder une carte. Je ne sais pas si on peut l'appeler. Peut-être que je vais l'amener la prochaine fois. Pour comprendre ce qui passe en Afghanistan, il faut regarder une carte. L'Afghanistan n'a pas d'accès à la mer, 1. Bon. 2, toute la moitié sud du pays est constituée de montagnes, avec des vallées. C'est un pays qui a la dimension de la France. Mais imagine qu'à partir de Clermont-Ferrand, que tout le reste du territoire français soit occupé par les Alpes. C'est à peu près ça. D'où, bien sûr, la possibilité de... Comme, je ne sais pas si tout le monde connaît Clermont-Ferrand, donc sur la Martinique, c'est comme si tu dirais, depuis le Lamentin jusqu'au nord, Voilà. il n'y a que des montagnes. Depuis le Lamentin jusqu'à Sainte-Anne, c'est la montagne Pelée. Enfin, en tout cas, commencer par Rivière-Salée. Hein. Ah ouais. Ah ouais, la Oui, plate. oui, la parce qu'il n'y a plaine, qu'une la toute plaine. petite. Il y a 2 parties, tu as raison, il y a 2 parties en Afghanistan qui sont pas des montagnes, c'est le nord, vers la frontière de l'Ouzbékistan, etc. du Turkménistan, et puis le sud, Voilà. qui est à la frontière avec le Pakistan, qui est un désert. Mais Et- tout le reste, c'est des montagnes. Et donc, Ok. il y a la Chine qui a une petite partie à l'est, qui a une petite frontière. Bon. Le sud, alors, c'est le Pakistan. À l'ouest, L'Iran. c'est l'Iran. Et puis, il y a les républiques ex-musulmanes d'Union Ah, soviétique, musulmanes, Ouzbékistan, Tadjikistan, etc., etc. Donc, et ça montre que, et dans ces républiques musulmanes, la Russie, comme la Chine, ont peur d'une contamination et de terrorisme islamiste. D'où l'attitude de la Russie et de la Chine qui essaient de voir dans quelle mesure ils peuvent obtenir des talibans que l'Afghanistan ne redevienne pas un territoire pour les terroristes. Bien. Mais voilà. Alors, on essaiera d'avoir la carte la prochaine fois. Pour bien montrer ça. Alors, une dernière question sur ce sujet.
qui est-ce qui a attaqué la Syrie, en fait? C'est les talibans, c'est les Al-Qaïda, c'est lesquels? Alors, Non, c'est Daesh. c'est Daesh. C'est Daesh. Daesh. D'accord. Daesh. Ok. Alors, Et finalement, le président Assad, Assad il est encore là. il est encore là, il a repris son territoire. Oui, oui, avec des Russes. Avec les Russes, principalement. d'accord. Ouais. Les Français, avec François Hollande, voulaient y aller, mais quand Obama a dit qu'il n'y allait plus, les Français n'y sont plus allés. Et donc, voilà, c'est ça les relations. C'est ça la puissance de l'OTAN, quoi. Et, mais ça explique Cette d'ailleurs. partie du monde, c'est une marmite, quoi. Ça a explosé n'importe qui. Donc, on appelle ça l'ordre des crises. Merci, Michel. Depuis. Qu'est-ce que tu voulais ajouter? Non, alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que dans cette affaire, les Européens ont toujours joué, ils ont toujours joué les mauvais chevaux. Ce qui explique pourquoi l'Europe, la France, sont absolument impuissants dans ce dialogue géopolitique. Mais je pense qu'il faut quand même apporter une petite nuance. La nuance est la suivante, c'est que la plupart des services de renseignement apportent des informations que les gouvernements utilisent ou pas. Moi, je m'intéresse au dossier, je pense que vous aussi. Il y a 72 heures, les services de renseignement français et américains ont dit qu'il y a un risque d'attentat de Daesh. Et il y a de fortes chances que Biden ait volontairement attendu l'attentat. Et les services disent très clairement, parce que c'est ça la réelle politique. La réelle politique, c'est de dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut survenir, qui peut faciliter une stratégie ou pas? Première question. Deuxième question, est-ce que ce qui peut survenir peut faire partie d'une stratégie que nous mettons en place? On le sait très bien qu'un certain nombre d'attentats ont été provoqués par les Américains ou par les Français, ou pendant la guerre d'Algérie, un certain nombre d'attentats n'étaient pas liés aux rebelles algériens, mais étaient le fruit des services de renseignement. Mais en France, chez nous aussi, sous Léon Mitterrand, les gars ont coulé un bateau pour faire croire que c'était... Oui, un attentat contre... Tu vois, en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, j'oublie le nom de... Celui qui avait révélé cela, c'est d'ailleurs l'actuel directeur de Mediapart, qui est... Edwin Plenel. C'était Greenpeace, le bateau de Greenpeace, voilà, Ça devait... Rainbow, Rainbow Warrior. Ça devait ne pas faire date de mort. Malheureusement, il y a un type qui est resté... il faisait sa cuisine et puis il est resté, un photographe. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent doivent comprendre. Alors moi, je ne suis pas un complotiste, bien au contraire. Enfin, je pense que vous le savez. Mais il faut bien intégrer le fait que derrière la guerre, ce qu'on appelle la guerre traditionnelle, il y a la guerre sale. La guerre sale, et les Américains appellent ça dirty wars, donc c'est bien ça. Il y a toute une organisation d'utilisation des forces en présence, contre leur gré parfois, pour établir ou mettre en place des stratégies. Moi, je pense très sincèrement que Biden l'a dit clairement. Biden dit, écoutez, ça ne vaut pas, et c'est là qu'on voit le lien, ça ne vaut pas que nous perdions des soldats, donc nous nous retirons. Et il a précisé après, mais si jamais il arrive quelque chose... Nous allons rester. Terminé. Voilà. Mais quelque chose est arrivé. Voilà, quelque chose est arrivé. Voilà. Et la vraie question, c'est, est-ce que cette chose est arrivée alors qu'ils étaient au courant qu'elle allait arriver? Parce que je vous ai dit que tous les services disaient, attention les mecs, il y a... Alors, la première chose que tu fais quand tu as un risque d'attentat à l'aéroport, c'est que tu mets une distance entre toi et les attentats. La distance, c'était simplement de dire, nous n'allons pas contrôler une zone qui n'est pas contrôlée. Tu vois, nous n'allons pas contrôler à la place des talibans. Les talibans ont dit, écoutez, c'est pas compliqué, entre nous et vous, la zone qui est entre nous et vous, on la contrôle pas. Et c'est dans cette zone que c'est arrivé. Bien. Mais toutes ces personnes qui fuient, justement, cette guerre-là, enfin, l'Afghanistan en ce moment, qui vont en Europe, je ne sais pas exactement dans quel pays, mais est-ce que, justement, ce ne sera pas l'occasion pour ces gens-là d'envoyer des terroristes en Europe? Mais c'est ce que beaucoup d'États... D'ailleurs, il y a des enquêtes en France concernant un certain nombre de personnes donc on soupçonne d'être des envoyés des talibans.
Parce que Donc, vu le nombre de réfugiés qui doivent arriver là, Tout à fait. il y a probablement des terroristes dedans. Bien sûr. Je Il sais paraît pas. que c'est autour de 60 000. Ah bon? Alors, ce que les Américains Pas en font, France, hein. Ouais, non. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tout le monde, ils rassemblent tout le monde aux Émirats Arabes Unis et ils les font passer un à un. Et les Français n'ont pas fait ça. Ce qu'ils auraient dû faire. Les Américains disent, on rassemble tout le monde aux Émirats, c'est tout prêt. Hein. C'est un sas. C'est un sas. Et puis, ils les filtrent. Ils demandent au type pourquoi il veut venir, Voilà. est-ce qu'il a de la famille, ils ont déjà une fiche sur lui, etc. Les Français ont pris les types, ils les ont ramenés directement à Paris. Boudoum. Bien. Il y en a 5, là, vous avez vu qu'il y en a 5 qui sont en lien avec les talibans. Ouais. Alors, pour vraiment illustrer le propos, je me permets de compléter. Ce que Eddie disait tout à l'heure, c'est l'instrumentalisation. C'est-à-dire que les types sont... Il ne faut pas croire que les Américains... ils savent très bien. Enfin, si on leur a dit qu'il y avait un attentat, un risque d'attentat, et que l'attentat s'est fait, Bien. Mais non pas plus loin, ça. Ok, bon, alors, oui. La suite à la semaine prochaine. Oui, là, ben oui, Non, c'est forcément. parti. Non, mais là, c'est parti. Ah oui. Ah oui. Là, il y aura... Là, je vous parie ce que vous voulez. Les Américains, Biden va réagir, là. ils ce vont soir. riposter. Ils sont obligés de riposter. Ils vont riposter parce qu'ils savent où les types sont. Il ne faut pas se faire Oui, d'illusions. ils savent où ils sont. Et puis, en plus, ils vont dire aux talibans, bon, les mecs, on va vous aider dans la guerre contre Daesh. Vous allez voir, c'est ça qui va se passer. Bien. Alors, prolongement de... Parce que nous aussi, on mène une guerre. Oh, c'est une guerre. On a une guerre aussi qu'on mène. Prolongement de 3 semaines de confinement. José, comment tu appréhendes ça? Est-ce que tu pourras aller faire ton sport, tout ça? Ça fait déjà 3 semaines que tu es confiné. Tu ne sors pas, là. Tu ne sors pas de chez toi, sauf pour venir ici. On arrive à aller faire un peu de sport, on arrive à faire quelques courses. Croyez pas ça. Moi, je pense que c'était un mal nécessaire pour permettre à la Martinique de respirer, de retrouver un peu d'air et que des gens aillent se faire vacciner. Moi, vous avez parlé de la Guadeloupe tout à l'heure, où c'est une véritable catastrophe. Il faut que les gens continuent à se protéger et 3 semaines de confinement, ça va d'abord très vite passer. Vous avez vu, ça passe très très vite. Moi, quand je me promène autour de chez moi, j'ai pas l'impression que les gens sont en souffrance. J'ai même eu l'occasion de dire que je ne comprends même pas de rencontrer tant de gens dans les supermarchés. Il faut imaginer, hein, samedi matin, le nombre de gens que vous voyez sortir. Il y en a quand même beaucoup moins. Hein. En semaine, mais le samedi, il faut imaginer ça. Les gens vont faire leurs courses. Et puis en ce moment, comme vous savez qu'il y a cette épée de Damoclès sur la tête où les gens sont persuadés que ça va être l'apocalypse à partir du 1er septembre. Grève générale, Guadeloupe, Ouais. Martinique. À partir du... Enfin, Martinique, c'est pas encore acté. Hein. à partir du 1er septembre, donc les gens se bougent un peu. Mais je pense, pour parler très sérieusement, qu'on a mis en place un certain nombre de mesures, les bus qui vont dans les communes pour permettre aux gens d'avoir un vaccin à proximité de chez eux. Je trouve que ce sont de bonnes choses pour qu'on puisse retrouver un peu de liberté demain. Je crois qu'il faut prendre le temps de ça. Alors, vous voulez réagir Non, sur mais ça? Ouais. bon, je voulais simplement... il faut donner aux Martiniquais à la fois le sens de la responsabilité, un peu d'espoir aussi. Un petit peu d'espoir. D'abord, le nombre de contaminations a un peu reculé. Bon. Mais les indicateurs, taux de positivité, etc., sont toujours élevés. Ils sont nettement au-dessus de toutes les normes. Ils sont moins élevés qu'en Guadeloupe, mais ils sont toujours élevés. Donc, ça veut dire que, très concrètement, que le virus continue à circuler et la part du delta dans les contaminations continue à augmenter. C'est ça. Bon. Et que, par ailleurs, le nombre de gens qui arrivent, l'hôpital continue à être engorgé. Et le nombre donc, l'hôpital continue à engranger des gens en réanimation, et malheureusement, eh bien, le nombre de morts continue à augmenter. Donc, c'est ça. Donc, moi, je partage le point de vue d'Anelka, c'est qu'il vaut mieux couper le dragon du Covid a peut-être 7 têtes, on en a coupé peut-être 3. On est multitêtes. Eh bien, il faut couper les 4 autres. Bien. Juste un mot pour dire que le confinement empêche la circulation du virus, c'est tout. Il faut empêcher le virus de circuler. C'est le seul moyen qu'on trouve de pouvoir... Alors par contre, ça ne veut pas dire qu'on en a terminé. Parce qu'après le confinement, les gestes barrières seront bien évidemment nécessaires, avec distanciation physique... Et pendant le confinement aussi. Hein. Alors certainement qu'il circule, mais beaucoup moins. Mais après...
de toute façon, il continue à circuler à bas bruit. C'est quoi bas bruit? C'est-à-dire qu'il y a des contaminations qui se font, qui ne sont pas vérifiables parce que les jeunes se retrouvent à 2-3. Il y en a un qui est porteur sain ou l'autre qui est asymptomatique, etc. Et puis, 3 ou 4 mois après, boum, on entend dire qu'il y a un redémarrage, un petit cluster, etc. C'est ça en fait. Hein. Donc il faut toujours rester sur ses gardes avec ce virus-là, toujours. Et ce sont ces conseils que les gens attendent de nous ici. En fait, qu'on leur rappelle, effectivement, Charles a parfaitement raison, ça n'enlève les gestes barrières de main, se laver les mains, prendre de la distance, mettre son masque quand on sort et tout ça. Ce sont des gestes qui doivent devenir des gestes de notre quotidien derrière. Il faut continuer à vivre avec ça, mais il faut pouvoir recommencer la vie. Ouais. J'ai même lu quelque part, là c'est les réseaux sociaux, j'ai pas oublié à ton que de ne pas faire le check et d'adopter plutôt le salut asiatique. Alors, ça ne me gêne pas en tant que karatéka, qui est beaucoup plus respectueux. Ous. Bien. Et dire là-dessus? Oui, il y a quelque chose qu'il faut dire quand même. C'est la terrible humiliation que peuvent ressentir un certain nombre de décideurs politiques et même de décideurs administratifs. Je me mets à la place du recteur et je me mets à la place du préfet. Macabaye, on parle, quoi, parce que j'ai vu la tête du recteur sur ATV hier soir qui disait, écoutez, la date de la rentrée fixée au 13 septembre, je l'ai appris comme sur vous. LCI. Je l'ai appris comme vous. Ouais. Alors le type se met à faire quelque chose que nous souhaitons tous, c'est-à-dire de la concertation, rencontrer les gens, les écouter, etc. Et ça prend du temps, ça. Hein. Il faut rencontrer tout le monde pour avoir une espèce de consensus pour décider du report de la rentrée. Et puis il rentre chez lui, et il ouvre sa radio, il entend le gouvernement a décidé que la rentrée se ferait le 13 septembre. Badam. Le problème, c'est que les types qui ont décidé que la rentrée se ferait le 13 septembre, ils ont oublié qu'il y a quelques heures avant, le préfet avait décidé de faire que le confinement irait au 19 septembre. Comment il aura fait pour unir en rentrée scolaire à dans confinement? On y a un problème là. Alors, je pense qu'ils sont peut-être en train de se... Alors, le recteur est très courageux parce qu'il dit... Alors, il y a une journaliste excellente sur ATV qui s'appelle Erika Govindo-Razou, qui essaie de le coincer, quoi, de lui dire, oui, mais il n'y a pas un petit problème là entre... Et lui, il retombe sur ses pieds élégamment en disant, oui, mais bon, ça va être une rentrée par petites étapes, au moins une fois par semaine. Le type, c'est il a inventé un concept, l'hybridation. Oui, l'hybridation. Enfin, personne ne va reconnaître ça. Personne ne va reconnaître. Non, personne ne va... Mais messieurs, allons dire la vérité. Les gens ne connaissent pas l'hybridation en matière de rentrée scolaire, ok? C'est un nouveau concept. Donc, attends. Non, mais qu'ils disent ce que c'est, l'hybridation. Non, je vais lui dire. D'accord, ok. C'est lui qui a introduit l'hybridation. Je vais le laisser expliquer. Mais pour aller au bout du propos, je pense qu'il serait important, donc c'est un message à Emmanuel Macron, de faire attention quand même aux réalités locales. C'est pas parce que nous hésitons, nous prenons le temps, et c'est normal, parce que l'impact, c'est nous qui le vivons, d'imposer des trucs comme ça. À un moment, il faudra, alors, si vous aimez les termes techniques et compliqués, subsidiarité, c'est ceux qui sont les plus proches qui décident, c'est pas ceux qui sont les plus loin. Donc, un petit conseil, quoi. Enfin, s'ils nous écoutent, je pense qu'ils nous écoutent, la prochaine fois, passe un petit coup de fil pour savoir si c'est cohérent. Tu ne peux pas imposer une rentrée scolaire le 13 alors que tu as un confinement jusqu'au 19. Alors, la veille, le préfet a été interrogé sur Radio Caraïbes, me semble-t-il. Il a été interrogé sur la rentrée scolaire. J'ai noté sa prudence. Ben oui. Il a dit simplement, il a quand même dit, ce sera probablement reporté. Oui, mais... L'hybridation. Oui, l'hybridation, en fait, c'est la possibilité de faire de l'enseignement ou alors en présentiel pour une partie des élèves, ou en distanciel synchrone, c'est-à-dire en même temps avec vidéo, enregistrement et puis, en direct, le professeur en live. Le professeur fait son cours, il y a une partie des élèves
en synchrone. En visioconférence. En visioconférence, voilà, qui suit le cours à distance. Et puis, possibilité aussi de proposer une hybridation décalée, c'est-à-dire qu'on propose des documents, on propose des pistes pédagogiques, etc. Et les élèves, à leur rythme, travaillent de manière à faire des comptes rendus. C'est ça, un enseignement hybride, c'est qu'il y a un petit peu de tout, avec, bien évidemment, l'équipement des élèves, ceux qui peuvent travailler avec les équipements, les réseaux, la qualité des réseaux, comment dire, la possibilité de pouvoir faire ce cours parce qu'ils sont équipés, que les réseaux supportent la diffusion. Avec, bien évidemment, le plus ou moins grand sérieux, parce qu'il y a des élèves qui sont chez eux et puis on leur parle. Et donc, ils bougent la souris de temps en temps pour montrer qu'ils sont connectés. Voilà, et puis il y en a simplement d'autres qui ne répondent pas. Mais il n'y a pas que les élèves qui font ça. Hein. C'est télétravail dans toutes les grandes administrations. Je pense que là, on fait bouger les souris. Tu parles d'or. Voilà. Il y a quand même un élément, il faut dire la vérité quand même, il y a quand même un élément. Toutes les études sérieuses indiquent très clairement que le taux d'équipement des élèves est extrêmement faible, que le taux d'équipement de la population martiniquaise est très faible et que la qualité des réseaux et des transmissions est catastrophique. C'est-à-dire que si quand tu passes dans certaines zones de Fort-de-France, qui est la zone a priori la mieux équipée, on va dire ça comme ça, tu n'arrives pas à parler au téléphone correctement. Et qu'à certains endroits, tu peux faire ce que tu veux, ta communication sera coupée, ok ? Tu ne peux pas me dire qu'à Ajoupa-Bouillon ou au Morne-Rouge ou dans la campagne de Rivière-Pilote, tu auras une qualité de transmission absolue. Donc il faut clairement dire la vérité aux gens. On ne peut pas donner comme réponse le distanciel sur les enfants en respectant la notion d'égalité. Donc je pense que là, il y a eu une erreur on va dire, d'ajustement chronologique, il faut absolument la réparer, tout simplement parce qu'il ne faut pas faire croire à qui que ce soit que nous avons une égalité de chance dans le traitement de nos enfants quand nous sommes en distanciel. C'est faux. Alors, je souhaite poursuivre. C'est d'égalité, c'est même de l'équité, parce que l'égalité, c'est donner la même chose à tous. Ouais. L'équité, c'est d'aider davantage celui qui sera le plus faible. Et puis, quand tu me parles de débit, effectivement, le débit n'est pas suffisamment fort. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On coupe la caméra pour permettre à l'audio de passer mieux. Mais bon, une fois que la caméra est coupée, oui, bien sûr. C'est la récréation. J'ai reçu Serge Haribou dans une émission Quoi de Neuf qui va passer bientôt. Et il me disait qu'il avait donné un ultimatum au préfet, au CHUM et à l'ARS, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Ils veulent faire une réunion avec l'ensemble de ces partenaires-là, et ça va se tenir au lundi. Et ils ne comprenaient pas que la CTM n'était pas invitée. Et il m'a dit pendant 4 heures, la réunion qui s'est tenue à la préfecture, ils tenaient, enfin les syndicalistes qui étaient là, voulaient que la CTM soit représentée, d'autant que la CTM donne beaucoup d'argent à l'hôpital en ce moment avec cette histoire de Covid et de ceci et cela. La CTM vient de donner 8 millions d'euros à l'hôpital. Justement, c'est ça. C'est pour ça qu'il me dit qu'on ne comprend pas. L'instance politique la plus élevée chez nous, c'est le préfet, le patron de l'ARS et le patron du CHUM. C'était ces trois-là seulement qui étaient concernés. Et nous alors ? Alors Manu, ce que tu dis est tellement vrai. Quand M. Véran et puis le ministre et M. Le Cornu sont venus, ils ont fait une petite conférence. Jamais ils n'ont donné la parole au président du conseil exécutif. C'est eux seulement qui ont parlé devant les caméras. Mais c'est encore une fois la lecture parisienne et le parisianisme. Non, mais j'ai pensé à ça parce qu'il dit, quand il a parlé du recteur, le recteur, c'est pas un professeur, hein, c'est le recteur. Il apprend chez lui sur sa télévision que la rentrée c'est tel jour. Ouais. C'est quand même fort, quoi. Tout vient d'à 8000 km. Le jacobinisme. Ouais, ça continue. Eh oui. Bon, alors, le gouvernement veut prolonger l'état d'urgence sanitaire aux Antilles. Est-ce que il y a certaines choses qu'ils ne peuvent faire que si l'état d'urgence existe. Oui, juridiquement. Donc, ils sont juridiquement obligés de prolonger. Notamment la capacité pour le préfet de prendre un certain nombre de décisions. Ouais. Ça veut dire que... Enfin, heureusement qu'on est dans un état de droit, hein, quand même. Mais ceci dit, c'est le Parlement qui donne cette autorisation. Oui, bien sûr.
Mais le gouvernement va prolonger l'état d'urgence sanitaire aux Antilles. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus que ce qu'ils font là déjà? On est confinés, il y a un couvre-feu, enfin tout ça. Ce qu'ils peuvent faire, c'est enfin prendre des mesures sur la vaccination. Parce que je ne veux pas rentrer La dans rendre obligatoire? Non, Ici? non. Je parle de logistique en particulier. Sur un territoire comme celui de la Martinique, je trouve qu'il est assez scandaleux qu'il n'y ait que 8 points officiels, 8 vaccinodromes. Mais là encore, c'est un problème de courage politique. Mais on ne peut pas demander aux élus martiniquais, notamment les maires, d'avoir du courage politique si on ne leur donne pas l'exemple du courage politique. L'exemple du courage politique, ça aurait été de dire que, par exemple, le préfet dise, bon, écoutez, que les maires ne veulent ou que les maires ne veulent pas un vaccinodrome, même éphémère, je mets un vaccinodrome. C'est ce qu'ils font avec Ok. les bus qui viennent. Oui, mais ça, tu imagines, tu as Un bus. un bus. Il faut Tu as multiplier un les bus. Moi, j'ai la carte des vaccinodromes qui sont à l'initiative, le plus souvent, vous l'avez vu récemment, des maires. Le maire de Casse-Pilote, ça a Il a été été le premier. Il a été le premier. Il a relancé, là. Il a relancé son vaccinodrome. Le maire de Saint-Pierre a un vaccinodrome. Le maire du Lorrain a un Lamentin. vaccinodrome. Le maire du Lamentin. Le maire de Shelcher souhaite mettre un vaccinodrome. Dans un premier temps, on lui a dit, bon, écoutez, Il y en a à Madiana. monsieur Clémenté. Non, mais c'est pas lui. Ça, c'est pas lui. C'est Madiana. C'est ça. Là encore, rendons hommage aux chefs d'entreprise qui prennent l'initiative. Le maire de Shelcher, il a demandé un vaccinodrome. La première réponse qui lui a été faite, écoutez, monsieur Clémenté, vous savez, il y a un truc qui a brûlé. Allons pas mettre de l'huile sur le feu. Le Bugatti vini fou. Il vini fou. Heureusement, réaction extrêmement, j'allais dire, honnête et bonne de la préfecture. Monsieur Clémenté, vous voulez un vaccinodrome, on va vous mettre un vaccinodrome. Donc, l'idée de base, tu poses la question, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? L'idée est la suivante. Je pense que le débat est en train de s'apaiser. Et je veux profiter pour vous lire quelque chose qui est extraordinaire. Et je disais que j'allais rendre hommage aux Guadeloupéens. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a un basculement, une prise de conscience. Heureusement, nous sommes, en Martinique et en Guadeloupe, des peuples extrêmement intelligents et conscients. Ok? On y associe aussi la Guyane. Oui, la Guyane, mais excusez-moi, j'ai oublié la Guyane, mais c'est clair. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a une prise de conscience chez les mouvements qui étaient les plus anti-vax et qui avaient un regard sur cette réalité qui était un peu complexe. Mais la réflexion, et c'est ça qui est intéressant, c'est allons voir ce que des gens, comment ils réagissent, des gens qui au départ étaient opposés à la vaccination et comme Michel le rappelait, non pas en utilisant des arguments éculés qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Ok. Alors moi découvert à nouveau la 5e dimension, c'est-à-dire que les gens qui meurent, je vous le donne, hein, la base pour le nous itibouin. Oui. Les gens qui meurent sont des gens impurs. C'est ça qui roule. Les gens qui meurent sont impurs et le vaccin est un filtre. Et tous ceux qui passeront donc le virus est un filtre, c'est-à-dire que tous ceux qui passeront à travers cette épidémie vont accéder à la 5e dimension. Bon, je referme la parenthèse, c'est pour sourire. Allons voir ce que des gens beaucoup plus intelligents, qui ont beaucoup plus les pieds sur terre, mais qui sont contre le vaccin, pensent. Et il y a l'UPLG en Guadeloupe. On ne peut pas taxer l'UPLG de connivence avec le gouvernement, on est d'accord. Et il y a plus dur encore que le PLG, c'est le KSG. Okay? Oui. Le KSG. Alors, Mano, tu me permets de lire ça. De toute évidence, l'urgence est de faire face au développement très important de la pandémie. Ça date du 17 août. Face au développement très important de la pandémie liée au Covid-19 qui met en danger de mort nombre de nos compatriotes et de tout faire pour sauver le maximum de vies. Voilà un truc objectif. Il faut donc pouvoir nous servir de tous les moyens dont nous disposons en termes de protocoles de soins préventifs, utilisant la pharmacopée guadeloupéenne et tous les médicaments renforçant nos défenses antivirales, des gestes barrières et
du traitement vaccinal pour faire reculer cette pandémie mortifère. Ces 3 moyens sont aussi importants pour arriver à faire reculer le développement du virus et non pas à être opposés l'un à l'autre. Voilà un discours intéressant. Et il finit. Les gestes barrières et le traitement antiviral empêchent ou diminuent l'infection virale, mais n'éradiquent pas le virus. D'accord. De même, le vaccin, s'il permet d'empêcher les conséquences graves de l'infection du Covid chez les patients les plus fragiles ou atteints de comorbidité et ceux qui n'ont aucune pathologie particulière, n'éradique pas non plus le virus dans le contexte sanitaire mondial actuel. Et ce qui est intéressant, il dit, verser dans le catastrophisme ou l'autoritarisme, ou nier la gravité du danger que fait courir à notre peuple la propagation du virus, ne peut qu'ajouter à la confusion et à la division. Désigner ceux qui veulent se faire vacciner de traîtres ou de collabos, ou jeter l'anathème sur ceux qui ne veulent pas en les traitant de criminels et d'égoïstes, ne peut que fortifier les antagonismes et nous éloigner de toute réponse efficace à la situation. On n'attend pas de ces gens-là, a priori, un discours comme celui-là. Oui. Donc je voulais leur rendre hommage et dire que... et c'est un signe que les choses bougent. Et effectivement, je disais la semaine dernière, allons pas tomber dans la colère, parce que finalement, nous serons obligés d'aller faire nos courses dans 2 ans, d'aller dans des anniversaires, d'aller zouker, et nous allons retrouver les gens que nous avons traités de... ou les gens qui nous ont traités devant nous, quoi. Et qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il faut quand même se dire que les gens, certaines personnes qui ont été menacées de mort, y compris nous, n'oublieront pas ça. Et on ne peut pas dire, moi, Makacho, et puis, au Kevin, il dit, mais sans fait, Marajo, nous capons en feu, Magadou, forcément. Donc, en fait, je pense qu'il faut arrêter, l'antagonisme. Et notre rôle à nous, c'est de dire les choses de manière objective. Et surtout, de soutenir ceux ou les solutions qui nous mènent à l'apaisement, mais ne pas oublier qu'aujourd'hui, je le répète, vacciner, ce n'est pas un gros mot, ça ne peut pas être un gros mot. Ne pas attaquer les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ça me paraît fondamental. Il n'y a pas d'antagonisme à avoir. Par contre, nous ne devons pas avoir peur de faire des choix. Et les gens... Il faut un courage absolu pour quelqu'un comme ça, et je vais vous citer peut-être l'UPLG, mais ça va prendre trop de temps. Donc en tout cas, je tiens à le dire, ces gens-là ont un courage à la fois intellectuel qui est extraordinaire dans le contexte. Vous vous rappelez la dame qui a été l'animatrice de RCI, qui a été menacée de mort la semaine dernière. Contre laquelle il y a eu une nouvelle attaque. Une nouvelle attaque qui a circulé cette semaine. Voilà, c'est pas très. Alors juste avant de te passer la parole, Michel, je vais dire comme Nazer, puisqu'on a parlé de gros mots, hein, je vais dire arrêtez de nous faire chier ici les marabouts. Ça devient impossible d'être en direct sur le net si on est harcelé, quoi. Harcelé, c'est vraiment ça. Harcelé, moi qui ai porté plainte, quoi. Harcelé, c'est pourquoi pas. Alors, je passe mon temps pendant que vous me parlez, des fois en train de bloquer ces trucs-là, les enlever, parce que. Enfin, bon, bref. Vraiment, je suis d'accord, Nazer. Et le mot est peut-être même pas assez fort. Michel. Non, je voulais simplement. J'ai été destinataire, effectivement, de ce texte. Et il y a dénommé. L'auteur de ce texte, c'est Beauchamp, c'est un Beauchamp du KSG. Et il a fait une remarque qui me paraît sur le terrain politique, puisqu'il s'adresse au camp patriotique. C'est militant. Oui, bon, et nous avons évoqué ça la semaine dernière. Il a dit, ne faisons pas un problème de santé publique un problème politique. Tout à fait. Et deuxièmement, il a dit, ne faisons pas de problème politique un problème de combat patriotique. Nous avons d'autres combats à mener. Allons quand même citer, parce que ça va, à mon avis, ça va rester dans les annales. La fin, il dit « L'émancipation et l'accession à la souveraineté ne pourront se faire qu'avec des Guadeloupéens vivants, en bonne santé et un peuple en confiance, et pas en allant commémorer nos martyrs morts du virus dans les cimetières. » Ouais. Alors, je voulais intervenir. Oui, absolument. 3 choses. La première, c'est qu'en 200 ans, l'espérance de vie est passée de 35 ans à 82 ans.
Donc, l'homme vit de plus en plus longtemps grâce aux progrès médicaux, hein, et entre autres grâce à la vaccination. Bon. Deuxième élément, si on était cynique, Darwin dit que c'est la sélection. Hein. C'est la nature, on sélectionne. Donc, les plus faibles ou les moins intelligents décèdent. Si on était cynique. Mais comme on ne l'est pas. Malthus aussi, hein, puisqu'on parle de... Oui, alors il y a la résurgence des théories malthusiennes. Ben oui. Bon. La résurgence des théories malthusiennes. Que nous avons combattu à l'université. Absolument. Expliquons. La régulation de la population par la famine, ou alors par la grande peste du XIIIe, XIVe siècle, eh bien, Malthus, il imagine que la nature offre un gâteau, et que plus on est nombreux, plus il faut couper de petites parts. Voilà, en gros c'est ça. Et à un moment donné, plutôt que de ne couper trop les parts trop petites pour qu'elles soient... Donc on élimine. Eh bien, Mais cette théorie malthusienne, nous avons eu l'occasion, je me rappelle, au Parti communiste et au Parti progressiste, dans les années 60, de la combattre. Parce que la crise économique que nous vivions, à l'époque, le gouvernement français, notamment Debré, et De Gaulle disaient que les Martiniquais, les Guadeloupéens faisaient trop d'enfants, d'où l'invention du binôme et l'invention d'un concept qui s'appelait la parité globale. absolument. C'est-à-dire qu'on ne donnait pas aux Antillais la totalité de leurs allocations familiales parce qu'ils étaient accusés de faire des enfants pour avoir des allocations familiales. Ouais. Donc, mais ça a été l'application. Alors à l'époque, je me souviens très bien que j'étais étudiant, nous avons combattu ces théories malthusiennes et je rends hommage d'ailleurs à un professeur, parce que c'est un souvenir, je rends hommage à un professeur d'économie que j'ai eu à l'époque à Assas, qui s'appelait Henri Denis et qui était un grand professeur d'économie, d'histoire de la pensée économique. Alors, juste le dernier point, ce que je voulais dire, la dernière fois, quand j'ai parlé de colère, Eddy revient dessus, mais il a parfaitement raison, il ne s'agit pas de colère pour opposer les Martiniquais entre eux, c'est pas du tout ça. C'est simplement de dire que le consensus scientifique, il ne se fait pas sur les plateaux, il se fait dans des cénacles, il se fait en congrès. On n'est pas d'accord, on va s'expliquer entre scientifiques, on va débattre, et une fois qu'il y a une majorité, eh bien, en principe, Oui. le consensus on doit faire bloc derrière. Or, il y a des personnes qui s'agitent et qui veulent passer à la télévision. Moi, je ne vois ça que comme ça. Hein. Essayer de s'accorder un petit peu de popularité et puis qui viennent provoquer d'autres personnes en disant « oui, mais ma position, c'est celle-là ». Et puis, ils parlent au kidam. Moi, j'ai bac-3 en médecine, hein, je ne connais absolument rien. Donc, j'essaie de m'informer en lisant des revues et en écoutant des spécialistes parler. Mais il y a un degré d'abstraction, un degré de détail, de précision que les scientifiques vont développer entre eux, qui sont seuls à pouvoir comprendre ensemble. Et voir ces médecins essayer d'instaurer le débat scientifique sur les plateaux télévisés, je trouve quelque part que ça pollue la sincérité des débats. Voilà. Alors, vous êtes... Juste un mot, parce que sinon je ne serai pas complet. L'UPLG, c'est le secrétaire général de l'UPLG, et qui s'appelle Monsieur Samu, Gaston Samu, qui signe l'appel. Et ça date du 23 août. Hein. Le premier date du 17 août, celui-là date du 23 août. Et ce qu'il dit est terrible, hein, parce qu'il dit qu'il a eu notamment une discussion très animé avec un camarade de l'UPLG, et quelques jours plus tard, le camarade de l'UPLG avec qui il avait une discussion qui était pas forcément favorable à la vaccination est mort. Et là, il est terrassé. Hein. Donc voilà. Bien. Alors, il y a eu un débat sur RFO il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, mais ça a beaucoup provoqué de choses, hein, parce qu'il y a un docteur, le docteur Douandi, qui était anti-vax, on va dire ça comme ça, et puis le président de l'ordre des médecins, il a fait un courrier à RFO pour dire qu'il trouvait que ce n'était pas normal d'avoir fait un débat comme ça. Pourtant, c'est un débat qui, me semble-t-il, répondait à des questionnements des Martiniquais. Donc aujourd'hui, je vois que RFO a répondu au président. Enfin bon. Et puis le docteur doit dire finalement, avec tout ça, on est en train de... Beaucoup de personnes maintenant se disent « Ah ben ouais, on va aller voir ce docteur-là ». Donc est-ce que finalement on n'a pas fait plus de cinéma autour de ça et ça change
l'objectif de ce débat sur UFO. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que les médecins obéissent à des règles très particulières. Et un médecin ne peut pas être invité sur un plateau de télévision pour diffuser une philosophie. Ce n'est pas possible. On peut inviter un médecin pour lui demander qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin. Mais on ne peut pas inviter un médecin pour lui dire qu'est-ce que vous pensez du vaccin. C'est ça, tu vois, la nuance, elle est là. On peut inviter un homme politique pour lui dire qu'est-ce que vous pensez des vaccins. On peut inviter un journaliste, Non, mais on ne peut pas pas. avancer. Hein. Non, mais c'est pas grave puisque c'est du Mais débat. c'est ce que disait tout à l'heure. C'est du débat. Mais c'est ce que excuse-moi, c'est Ouais. ce que disait tout à l'heure Chamas. C'est comme si tu invitais un type qui a fabriqué une bombe atomique pour lui demander qu'est-ce qu'il pense de l'usage de la bombe atomique par les Américains. Tu vois le décalage? Tu invites un type qui a fabriqué une bombe atomique et tu lui dis qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça peut provoquer, combien de gens ça tue, est-ce que ça tue vraiment, etc. Mais tu ne l'invites pas pour lui dire alors frère, tu as fait un truc qui peut tuer des gens, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouais. C'est ça, la notion de déontologie, elle est là. C'est-à-dire que tu ne peux pas, or les médias, et je pense qu'on est tous d'accord dessus, on subit cette espèce de pression du monde médical entre ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, et bien évidemment, les médecins sont devenus les rois des plateaux. Le problème, c'est que quand tu invites un type qui est à la fois le fabricant, le transmetteur et puis le payeur, qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui parle? Tu peux pas... chacun doit rester dans son camp. Or, un médecin, on est bien d'accord, on fait confiance au médecin parce qu'on a donné un pouvoir considérable au médecin. Tu te rends compte? Tu vas chez un type le matin, il te regarde, il te dit « prenez ça ». Prenez ça et puis ça va vous guérir. Mais qui lui a donné ce pouvoir-là? C'est pas un séancier, un médecin. C'est pas un séancier. C'est déjà le médicament qu'il va te donner. L'autorisation de te donner le médicament, c'est une autorité sanitaire qui lui a donné. L'autorité sanitaire, qui lui a donné le pouvoir de dire au médecin, donnez ça. Ok? C'est ce fameux consensus scientifique. Or, les médias, par raccourci, forcément, on dit, bon, eh ben, frère, nous allons faire un buzz, nous allons inviter monsieur, et puis nous allons dire, bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une erreur fondamentale. On a le droit d'inviter des médecins, mais ils doivent rester dans leur cadre. Bien. Okay? Tu veux que j'ajoute quelque chose? J'avais un peu anticipé ce débat dans Justice de cette semaine. Nous publions, volontairement, je ne sais pas si tu as, passe-moi le journal, nous publions à la page, excusez-moi, nous publions à la page 7 le point de vue de scientifique, pas un médecin, un astrophysicien. Un astrophysicien. Et il déclare ceci: la science n'est pas une opinion. Ah oui. Bon, je résume, je vous invite. Bon, et l'auteur de l'article, c'est une dénommée qui a interviewé ce Pierre Léna, astrophysicien. C'est Marie-Noël. C'est Marie-Noël Bertrand, qui est une... elle tient la rubrique de l'écologie, planète, dans le journal L'Humanité depuis... C'est une scientifique aussi de très haut niveau, elle-même journaliste scientifique. Et le type explique ce qu'expliquait tout à l'heure Chamas. C'est une fois que... le problème, c'est que nous avons eu quelque chose d'inédit, de rapide, que nous ne connaissions pas, et on a vu la science en train de se faire sous nos yeux. Voilà. C'est ça, le problème. Bien, bien, bien. Alors, Mais oui. il n'empêche que... Alors, je vais quand même dire ce que je pense, c'est que le Conseil de l'Ordre des médecins a mis du temps. D'accord. Il a mis du temps à prendre position. Je n'en dis pas plus. Alors, Honnêtement, je suis obligé de répondre. J'aime pas trop ça, mais grâce à mon ami Monsieur Anelka,
nous avons reçu une interpellation parmi les très nombreuses interpellations qui mettait en cause un certain nombre de choses, et notamment les pompiers. Et donc, José a demandé aux pompiers de répondre. Alors, on va le faire. On va envoyer à Madame Anicia Berton la réponse, puisqu'elle nous demandait un certain nombre de choses. Donc, on va lui envoyer la réponse. Mais je ne résiste pas à la lecture d'au moins une des réponses. Mais c'est une question, et moi je réponds parce que c'était formulé sous forme de question. Ouais. Est-ce vrai que les pompiers professionnels sont passés volontaires pour qu'ils soient plus libres de leur mouvement, leur donnant la possibilité d'être là la journée au vaccinodrome et le soir dans les centres de secours? Alors les pompiers disent cette affirmation est totalement erronée. Alors c'est pas une affirmation, c'est une forme de question, mais bon, on peut penser que derrière il y avait quand même une forme d'affirmation. Cette affirmation est totalement erronée. Certains sapeurs-pompiers professionnels sont également sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire qu'ils ont le double statut. Cette possibilité est permise par le Code général des collectivités territoriales et existe en Martinique depuis 2 années. Et puis, une deuxième, est-ce que le préfet diminue chaque jour l'effectif des centres de secours pour avoir 25 pompiers au niveau du CHUM et 5 au niveau du vaccinodrome chaque jour? Cette affirmation est totalement erronée. Les effectifs journaliers en sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des centres de secours sont de la responsabilité des chefs de centre. Ce sont eux qui signent les feuilles de garde quotidiennes de leur caserne. Je m'arrête là et donc on va, Madame Berton, on va vous envoyer ce document avec les réponses que vous attendiez, puisque et puis vous avez raison, nous ne tirons pas sur les messagers. Donc vous voyez, nous conversons de manière équitable et sereine, et nous allons vous répondre par vous envoyer les réponses des pompiers directement. Mais profite pour lui dire quand même, Eddy, que quand elle veut avoir une réponse à une question, qu'elle pose la question et qu'elle ne condamne pas. C'est mieux. Oui, mais ça va venir. J'ai confiance. Alors, avant de continuer par là, je vois qu'en feuilletant ton journal, Michel, je vois comprendre la composition des prix de carburant. Mais c'était quelque chose qui était sous ta responsabilité à l'époque, non? Quand tu étais à la CTM. Non, c'est une orlésienne. Non, mais pourquoi? Non, parce que là... Il y a eu du relâchement, en fait. Donc il revient et dit, bon, moi, qu'est-ce que dit autres? Non, parce qu'il dit, la société de raffinerie aux Antilles-Sahara s'est enfin décidée à publier la décomposition. Tout à fait. Donc, peut-être qu'il n'avait pas l'info à l'époque. Peut-être. Non, il l'avait, mais il la gardait pour lui. Alors, je te fais une petite réponse. D'abord, à la CTM, on ne s'occupait pas de la prix des carburants. Ce n'est pas une compétence. Justement, c'est un des débats que nous avons eu avec un éminent représentant du Parti progressiste martiniquais. La CTM n'a pas la compétence de la fixation des prix des carburants. La compétence qu'elle a, c'est la fixation d'une partie des taxes. Ouais. Bon, deuxièmement, c'est le préfet qui fixe le prix des carburants. Mais ce qui est intéressant... et là, tu me donnes l'occasion de faire un petit peu de publicité pour mon journal. Au sein de l'Observatoire des prix, je dois dire que ça fait des années que je proteste contre le fait qu'on ne publie pas, pour le grand public, la structure des prix des carburants. Ce qui fait que les gens ne comprennent pas... Le gaz aussi? Hein? Le gaz aussi? Le gaz aussi. Bon. Et les gens ne comprennent pas. Ce qui fait que il y a à peu près 2 semaines, c'est passé presque inaperçu, dans France Antilles, on a publié une infographie de la SARA, et je suis allé sur le site de la SARA, et je me suis rendu compte que la SARA a publié un communiqué en disant, voilà, il y a beaucoup de gens qui protestent contre, justement, le problème du prix du gaz, l'augmentation des prix, etc., et ils ne comprennent pas ce qui se passe, et ils ont publié la structure des prix des carburants. Et on voit bien que dans cette structure, ce qui est intéressant, on voit le prix de la matière première, le prix du raffinage, le prix des profits de la SARA, le prix de la distribution, les taxes, et on s'aperçoit, entre autres, que la pourcentage des taxes dans le prix des carburants, alors qu'il est de 60% en France, il est de l'ordre de 30%, 35% en Martinique. Donc les collectivités ne massacrent pas l'automobiliste. Et puis, j'explique quand même que les taxes, elles servent... Une partie des taxes va aux communes, ça alimente les budgets des communes, et puis il y a une partie qui alimente le BTP, c'est le FIRT. C'est-à-dire que ça sert
a créé du travail en Martinique. C'est de l'argent martiniquais qui retourne en Martiniquais. Bien. Alors, il y a un élément, c'est un vrai débat, hein, au-delà du prix des carburants. C'est un vrai débat. Est-ce que dans un pays éloigné de tout, la politique des prix administrés, c'est-à-dire gérée par une autorité, est d'actualité ou pas, est toujours d'actualité? Moi, je milite pour qu'un certain nombre de produits de base Tout à fait. soient administrés. Elles voient leur prix administré. Le sucre, la farine, l'huile, etc. Une sorte d'autonomie, quoi. Non, mais c'est... Alors, pourquoi On va pas rentrer dans le débat. Pourquoi? Comme je vais faire comme toi la dernière fois, je ne répondrai pas à la provocation. Tu te rappelles qui disait ça? Oui. Il y a un élément qui me paraît fondamental, c'est de dire aux gens, bon, vous protestez contre les prix, la hausse des prix, les frères et les sœurs. Heureusement que les prix du carburant sont fixés et administrés. Parce que si les prix du carburant n'étaient pas fixés et administrés, nous n'aurions pas les moyens de la payer. Très clairement. Si les prix de l'électricité n'étaient pas administrés, nous ne pourrions pas nous la payer. Donc tu vois, il faut faire attention à l'autonomie. Hein. Donc, il faut avoir en tête que la réalité économique peut parfois mettre en cause la vie quotidienne. Tout à fait. Et de temps en temps, et c'est là que la République, la notion de République, la notion d'État de droit, la notion de collectif l'emporte sur l'individualisme du marché. Il y a des moments où le marché doit être exclu en disant, messieurs, ce n'est pas possible. Les gens ne pourront pas payer ce prix-là. Donc, vous devez absolument faire en sorte que le prix soit limité. Alors, je réagis à ce que dit, très brièvement, à ce que dit Eddy. Ça me permet de revivre le début de ma carrière dans l'administration. À l'époque, ça s'appelait l'administration, la Direction générale de la concurrence et des prix. Bon. Et quand je suis arrivé en Martinique, en 1976, le ministre, le président de la République, c'était qui? 76. Ouais, Giscard. Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing a pris un décret. Il a décidé que tous les prix seraient administrés. Et il a chargé la direction de la concurrence et de la consommation de faire des enquêtes sur la formation des prix. Parce qu'on ne va pas fixer les prix sans savoir exactement de quoi ils sont composés. Ouais. Et cette direction, et il a nommé, c'est un homme de droite, hein. Je tiens à raconter cette histoire. Pourquoi? Non pas parce qu'il avait une sensibilité sociale, mais il avait compris que la montée des prix allait provoquer une explosion sociale. Bien sûr. Et que la France allait perdre les départements d'outre-mer. Mais dis-moi, c'était simplement pour les Antilles ou bien sur la France globale? Sur les départements d'outre-mer. Uniquement les départements d'outre-mer, d'accord. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Mais c'était une bonne chose finalement. C'était une bonne chose. Et il a fait mieux. Il a nommé dans le même temps, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et en Réunion, des jeunes dont j'étais, des jeunes qui sortaient de l'école du ministère des Finances, dans les directions de la concurrence. Tu viens de l'ENA aussi, alors, finalement? Non. Donc, c'est-à-dire qu'il a compris, comme disait... Michel, c'est l'enfant de Valéry Giscard d'Estaing. Il a compris ceci, le principe de subsidiarité. Ouais. Le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que non seulement il a donné au préfet la possibilité, mais il a mis à côté des préfets une administration suffisamment structurée avec des gens qui étaient originaires du pays. Vous comprenez? Bien, bonne chose. C'était une forme... Alors, c'est pas de l'autonomie, c'est de la déconcentration. C'est pas de l'autonomie. Alors, on va passer à notre sujet parce qu'il y a beaucoup de choses. Report de l'entrée scolaire en Martinique et en Guadeloupe, on en a parlé brièvement, mais
Ça va impacter comment les élèves, là encore, cette histoire? Alors, c'est Est-ce que vous, enseignants, vous continuez à éduquer? Comment vous faites, en fait? Voilà. Alors aujourd'hui, l'école a un petit peu changé par rapport à ce que vous avez connu. À l'époque, bon, on nous enseignait des savoirs, enfin, le savoir savant qui devenait un savoir enseigné, etc. Ça existe encore. Mais aujourd'hui, ce sont surtout les compétences qu'on travaille. Alors je disais, bon, il y a des compétences classées, hiérarchisées, confrontées, organisées, synthétisées. Ce sont des opérations mentales que l'on fait tout le temps dans toutes les disciplines. Aujourd'hui, le savoir notre savoir, nous, est concurrencé par les médias, par National Geographic, par la télévision, par Internet. Nous sommes des professionnels de l'apprentissage. Nous dispensons des savoirs qui sont des supports qui nous permettent de faire les élèves réfléchir. Et tout enseignant, si un élève pose une question, il dit la première chose à faire, c'est surtout de ne pas donner la réponse. Il faut lui dire, va chercher en fonction de tel critère, tel document, etc. Et puis on donne des consignes complexes. Alors ce ne sont plus des questions, parce que les questions, ça peut être des questions fermées, ça n'a aucun intérêt, oui, non. Ce sont des consignes complexes, c'est-à-dire, il y a des propositions dans la phrase, et dans la consigne en question, chaque proposition, c'est une partie du plan, et c'est ainsi que l'élève, en autonomie, pendant une vingtaine, une trentaine de minutes, va s'appliquer, avec l'aide du professeur, à comprendre le cheminement intellectuel qu'il aura à faire par rapport aux opérations mentales dont j'ai parlé, classer, confronter, hiérarchiser, sélectionner, organiser, synthétiser, etc. Et c'est ainsi qu'il organisera son apprentissage avec des documents, mais ça sera une mise en situation d'apprentissage autonome. La grosse difficulté, c'est que quand on est en distanciel, il y a moins de possibilités de remédier. Les très bons élèves, pardonnez-moi de vous le dire franchement, mais les très bons élèves n'ont pas besoin de moi. Les très bons élèves, ils sont en autonomie, ils savent très bien quoi faire. Enfin, c'est un choc de polichinelle que de savoir que les élèves de terminale Henri IV ou le Grand ne font pas le programme de terminale en histoire-géographie. Ils préparent, mais ils font le programme de prépa ou le programme du concours d'entrée à Sciences Po, je ne sais pas trop quoi, parce qu'ils sont autonomes, ils travaillent seuls avec l'aide de leur bibliothèque personnelle, voilà. Et donc les élèves, en fait, comment travaillent-ils aujourd'hui en distanciel? Eh bien, le souci, c'est que pour ceux qui sont plus en difficulté, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de remédiation, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'être aiguillés, et cet aiguillonnement-là, il se fait avec une main levée, on arrive, on discute, et c'est un conseil qui se fait à chaud. Mais je crois aussi que cette crise a réconcilié un certain nombre de parents avec les enseignants. Ah oui, pas à vous tailler, etc. Ah tiens, quand ils ont eu à suivre leurs élèves pendant 2 mois, ils ont dû se rendre compte finalement que les enseignants, ils étaient peut-être pas si inutiles que ça. Je passe pour un petit peu répondre à ce que j'entendais auparavant. Lorsque j'entends Charles parler comme ça, tu dis pourtant comment tenir qu'il y a un tour. Oui, voilà. Alors j'allais y venir. Merci de me passer la parole. Charles nous décrit une situation qui pourrait être idyllique, c'est pas du tout son message, mais les gens nous écoutent en disant bon ok voilà. Or la situation, il faut évoquer une des composantes, c'est le taux d'illettrisme, parce que ce que Charles décrit, c'est ce qui pourrait être optimal. Or on sait très bien que quand les gosses arrivent en 6e, une bonne partie d'entre eux, je n'ose même pas vous donner le chiffre, parce que le chiffre est dramatique, maîtrisent mal 3 choses, la lecture, l'écriture, et puis le fait de compter. J'ai vu passer une note une fois, on disait que c'était niveau cours élémentaire 1, cours élémentaire 2. Non, mais la dramatique. Hein. Mais Charles est assez éloigné de ça. Mais prenons... Parce que lui, il est au lycée. Il est au lycée. Donc il n'est pas concerné par ça. Parce que ceux qui arrivent au lycée, enfin... J'espère, maîtrise la lecture, le calcul. Ce n'est pas sûr. Il y en a qui sont en difficulté. Bon, mais imaginons l'enseignant qui est en 6e ou en 5e, voire même en 4e et en 3e. Ces gens-là vivent une réalité qui est catastrophique. Alors, vous mettez sur ça, cette réalité qui est notre quotidien, ok ? Vous appliquez une réalité épidémique. C'est terrible. C'est catastrophique. Et pour poursuivre, parce qu'on ne parle pas d'analphabétisme. Hein. Non. On parle d'illettrisme. L'analphabétisme, c'est celui qui n'a jamais appris à lire et écrire. Mais l'illettrisme, c'est celui qui
pratique, mais qui va lire et qui ne va pas trop bien comprendre ce qu'il dit. Mais dans l'illettrisme, il y a aussi un handicap qu'on ne met pas en avant, qui est celui de l'auto-formation. Parce que quelqu'un qui sait lire va s'instruire, il va apprendre des choses. Mais l'auto-formation fait partie aussi, c'est un critère d'illettrisme. Et donc, c'est une difficulté majeure de nos territoires. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours du mal avec le jacobinisme et la volonté de croire qu'on traite des choses d'un coup de baguette magique dans un ministère parisien. Vraiment, 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 il faut être plus proche. Et bon, on est décidément, c'est le terme ce soir, la subsidiarité. Vraiment, il faut être proche du terrain et puis permettre aux acteurs d'être responsables de leurs actions. Voilà. Alors, on n'est pas si loin de Cuba. Je crois que Cuba, on est géographiquement. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Cuba, d'après ce que j'ai compris? Ils ont enseigné toute la population cubaine, j'ai envie de dire, grosso modo. Pourquoi on ne peut pas réussir à faire ça? Parce que tu as dit une fois que dans le nord de l'île, il y a des gens... Écoute, c'est pas très compliqué. Je vais vous donner les chiffres. Les chiffres, ils viennent des militaires. Hein. Les militaires voient des enfants qui ont 18 ans. Ouais, ils leur font passer des tests. Chaque année. Tu mets un truc au tableau et tu dis... et ceux qui sont au tableau, écrivez-le. Et ils sont à 35% parfois. Enfin, parfois. Ils sont à 35%. Quand on m'a dit ça, je n'ai pas cru. Ben oui, mais... Maintenant, Je n'ai pas cru que c'était aussi entre 25 et 30%. C'est quand même moyenne, catastrophique pour la Oui, c'est de 14%. Oui, ça c'est le taux officiel. Le taux officiel. Mais 14%. Il y a un truc qui est important. Il faut que les gens puissent comprendre ça. Ça s'accumule. Tu vois, les gens disent, oui, mais bon, non, ça s'accumule. C'est-à-dire que chaque génération qui produit, on va dire 30% de gens qui ne savent pas bien compter, lire et écrire, ça devient au bout d'un moment une partie importante de la population. Donc, quand les hommes politiques prennent des décisions comme les chefs d'entreprise, par exemple, un chef d'entreprise va dire, bon, je lance un nouveau produit, je dois communiquer sur ce nouveau produit et d'après ce que je vois, compte tenu des budgets, je vais choisir comme support de communication, non pas la télé, mais les affiches 4x3. Il faut que quelqu'un lui dise, frère, quand tu vas mettre une affiche 4x3 avec un message dessus, parce que la télé, au moins, vous attendre. Mais là, un monde, sur 3 mondes qui passent devant, il peut qu'il s'allie, il peut même garder, puisqu'il passe à lire, il passe à bien lire. Donc, tu vois, ça a un impact. Il va regarder l'image. Oui. C'était oui, mais le message... Parce que pour vendre une voiture, on a une belle femme pour vendre une voiture. Ça l'avait énervé. Pourquoi? Mais au moins... Tu vas te faire exculper, là, quand tu dis ça. mais ça veut dire quoi, très concrètement? Ça a un impact économique. Parce que le type, il aura dépensé 15 000 euros et peut-être qu'il ne va pas rentrer dans ses frais. Et donc, le message qui vaut pour un chef d'entreprise vaut pour un homme politique. Un homme politique qui lance un programme qui est intéressant, mais qui va laisser de côté un tiers de la population, il prend un risque majeur. Il gaspille du fric. Or, cette donnée-là n'est pas prise en compte dans nos décisions politiques, dans nos réflexions. C'est une donnée, et il n'y a pas que celle-là. Donc, lorsque les hommes politiques, là, pour la dernière campagne, faisaient des webinaires, c'était seulement pour les gens de Fort-de-France. Alors, juste à préciser qu'il y a un processus... Voilà attends, allons leur raconter ce que c'est qu'un webinaire, frère. On t'envoie un lien, déjà. Non, il faut dire ça aux gens, parce que les gens entendent webinaire, bon. On t'envoie un message sur le net. Déjà, sur par le net, là, au prix, OK? Il faut cliquer en les messages là. OK? Là, cliquez en les messages là, il y a dit bienvenue à la réunion. Cliquez sur ce truc. Alors, sous pas ça, le livre, frère. Ça, c'est quand tu as du débit. Quand tu as du débit. Quand tu as du débit. Oui. Sinon, il a fait bug. Et puis après, il y a dit rentrer le mot de passe. Qui mot de passe? Qui mot de passe? Mon pas oui, mon pas li. Ou prix, terminé. Et donc, le processus dont je voulais parler. Alors, l'analphabétisme, on sait ce que c'est, les gens qui n'ont jamais appris à lire et écrire. Mais il y a un processus qui s'appelle l'analphabétisation. Quelqu'un qui rentre, hélas, en prison, ou alors quelqu'un qui sait tout juste lire ou écrire, et puis qui s'en est désintéressé depuis très longtemps, qui sort de l'école, qui s'en est désintéressé depuis très longtemps, il désapprend. Et il devient aveugle. Il devient aveugle au bout de 6, 7, 8 ans.
Il savait, il regarde, mais ça ne lui parle pas. Et ça, c'est c'est la raison pour laquelle les institutions, notamment le milieu carcéral, ils essaient toujours de mettre en place des formations, une école de la première, de la deuxième, de la troisième chance, etc. Parce que l'outil intellectuel, eh bien, c'est comme tout. Quand on ne fait pas de sport, eh bien, on devient faible. Quand on n'utilise pas son cerveau, eh bien, C'est pour ça qu'il faut utiliser tous les muscles. Hein. Peut-être, tous, je sais, Non, mais comme sport. pour que les gens comprennent bien le lien, et pour revenir et pour te répondre sur Cuba, analphabétisme égale misère. Misère égale délinquance. Délinquance ou pas de délinquance, troubles sociaux ou pas de troubles sociaux, radicalisation politique. C'est ça en fait, c'est-à-dire tu pars d'un type qui ne sait pas lire, enfin qui ne sait pas bien lire, pas écrire, pas compter, et tu aboutis quelques années plus tard à une guerre. C'est ça, la plupart des talibans. Oui, c'est ça. La plupart des talibans, la plupart des jeunes qui sont partis en Syrie, leur niveau d'éducation, le plus souvent, est plutôt faible, voire très très faible. Donc l'État cubain s'est dit, ce qui caractérisait la société sous l'époque de Batista, c'était la misère, l'obscurantisme, etc. Parce que là, où passe à lire, passe à écrire, passe à compter, eh ben, plus facilement, au cas où il fait n'importe qui ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Donc, éduquer un peuple, c'est lui faire le faire grimper dans la société et lui assurer, même si tu ne lui donnes pas de fric, mais lui assurer un avenir meilleur. Alors, tu as vu le geste qu'il vient de faire? Élève. C'est pour ça qu'on appelle quelqu'un qui est scolarisé un élève. On l'élève. C'est ça qui fait qu'à Cuba, le type te rencontre dans la rue, il te regarde, te pose la question, mais Martinique. vous êtes Martiniquais? Pourquoi? Il dit, Martiniquais? Ah, Aimé Césaire, François, non. À Un Cuba, citoyen à Cuba. ordinaire. Oui. À Moi, la j'ai vécu Havane. ça. Un citoyen ordinaire. Ouais. Ici, à... Non, pas ça, Michel. Alors, est-ce qu'une collectivité majeure comme la CTM peut améliorer les choses, ou alors est-ce que tout dépend de l'éducation nationale et du ministre qui est en France? Alors, tu fais bien de me poser la question, parce que c'est la commission éducation. Voilà. Et donc, je suis pressenti pour diriger un institut de formation d'adultes. Et donc, j'ai déjà pris la tâche d'administration avec mes collègues, et il y a des choses qui sont déployées par l'institution régionale. Vraiment, il y a des outils, mais il faut communiquer dessus de manière à rendre ces outils-là opérationnels. Parce qu'il y a plein de choses qui sont faites, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne le savent pas, ou alors qui ne sont pas intéressés, et il faut rendre les formations intéressantes. Voilà. Et puis on a Madame Casimirius qui est donc conseillère exécutive, donc en charge de ces problèmes-là, et avec laquelle on a déjà eu des réunions en visio, puisqu'on ne peut pas le faire en présentiel. Et c'est une dame qui connaît son affaire, connaît son histoire, et elle est très soucieuse de suivre ce dossier de manière à faire changer des choses. Elle est de Basse-Pointe. Oui. Basse-Pointe, c'est Césaire. Voilà. Ouais, je peux nommer le nom de Césaire aussi. C'est bien de faire ça, mais il ne faut quand même pas oublier, quand même. Faut pas oublier que, excuse-moi de t'interrompre, faut pas oublier que nous avons un point 3 avec nous. Voilà. Ah oui, en plus. Mais oui, en plus. monsieur Anelka est de Basse-Pointe. Il n'y a pas que Césaire qui est de Basse-Pointe. Ils sont de Basse-Pointe. Non, je voulais simplement dire que, néanmoins, quand même, pour le moment, dans le cadre actuel de cette espèce de décentralisation, c'est quand même l'État qui a la main principalement sur l'éducation nationale, sur la pédagogie, les carrières. Oui, mais les politiques locaux peuvent prendre la main après l'école. Après l'école. C'est ça. Il s'agit de prendre la main après l'école. Parce qu'on peut rattraper à tout moment. Oui. À tout moment, on peut apprendre à monter vélo. Hein. C'est pas parce qu'on y 60 ans qu'on regarde les types qui ont leur bac à 55 ans, 60 ans. À tout moment, tu peux apprendre à nouveau. Et l'espoir que nous devons donner aux gens, notamment à travers cette émission, à travers la pédagogie, c'est de dire au moins,
en termes intellectuels, rien n'est jamais perdu. Est-ce que la MEP n'avait pas été construite au départ pour ça, Oui. Tout à fait. pour permettre aux gens de Faut pas oublier que c'est s'éduquer? Césaire qui a donné un super coup de main pour que la MEP puisse... Une espèce d'école de la deuxième ou de la troisième ou quatrième chance. Oui, quoi, en fait. c'est une école qui avait été réalisée par des enseignants très, très courageux, très, très volontaires, qui, Ouais. Avec beaucoup de succès. en avec plus, beaucoup de hein. Ah succès. oui, ah oui. Et qui s'attaquait précisément à cette partie de la population dont parle Charles Chamas. D'ailleurs, ce que les chefs d'entreprise n'ont toujours pas compris en Martinique, moi j'essaie, je les pousse. Ça, c'est pour vous comprendre, c'est que laissez-moi non, ça a parlé, ça a écrit, ça a lu, ça a compté, il n'y a qu'à dépenser plus l'argent. Forcément. Et il y a un impact économique majeur pour un pays. Les pays riches, c'est les pays où le taux de gens ayant le bac est le plus élevé. C'est pas compliqué. C'est ça la réalité. Quand tu regardes les pays qui sont les plus avancés économiquement, c'est eux qui ont les taux de réussite scolaire les plus importants. On regarde le Japon. Mais la Corée du Sud, ils sont partis de rien en Corée du Sud. On est à 17% de la population martiniquaise qui a le bac. Les mecs sont à 40%. C'est ça le rattrapage que nous devons faire. C'est pas créer des usines. Non. Le premier rattrapage, c'est que nous devons éduquer notre Un population. petit peu plus que 17%. Ah non. Aujourd'hui, si tu parles du bac général, aujourd'hui, il y a les bacs professionnels, aujourd'hui, il y a les bacs Il y a un techniques, truc- technologiques. Non, je vais te dire. Tu vois, c'est là qu'il y a un problème. C'est que tu oublies 17% de la population en âge d'avoir le bac à le bac. Tu sais pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui ont le bac sont barres. Tu vois? Donc moi je ne les compte plus. Je ne les compte plus. Ils sont partis. Je ne les compte plus. Oui. Donc le taux diminue. Tu vois? En tout cas, il n'augmente pas de manière massive. Même si les taux de réussite sont importants, eh ben, les types sont plus là. Donc tu ne peux pas les compter dans la population. Alors, Serge Taligui nous dit il faut comprendre, ma réponse, c'est parce qu'on ne sait pas occuper des enfants qu'on a des adultes sans formation. Exactement. Il faut arrêter l'engrenage. Tout à fait. Ouais. C'est quelque chose quand même, hein, tout ça. Alors, Mais tu vois, il nous reste pas beaucoup de temps. c'est Oui. simple. C'est pas un truc compliqué en fait. Mais c'est une volonté, mais c'est- oui, on dirait comment développer économiquement la Martinique. Il y a des types qui te disent il faut faire des aciéries, il faut des chaînes de montage de voitures. Tu leur dis simplement, et moi je me fais jeter chaque fois, tu leur dis non, on va développer la Martinique économiquement en apprenant à la population à lire, à écrire, à compter correctement. Les types ne comprennent pas ça. Ouais. Alors, les présidents de CTM et de région Guadeloupe interpellent le Premier ministre sur la situation des entreprises de Martinique et de Guadeloupe. Je suppose que les entreprises sont, depuis 1 an et demi maintenant, la tête sous l'eau. Mais en même temps, je vois économie française, taux de chômage en baisse, taux de croissance. Je souhaiterais dire 2 mots sur ça. Sur le chômage? Oui, non, mais sur la déclaration du gouvernement, là. Attends, laquelle? L'économie française? Oui, l'économie française. Ok. En fait, moi, c'est d'autocongratulation. Je comprends pas. Non, mais Ça s'appelle de la communication politique. la communication politique, Parce d'accord. que tu sais que tu vas faire la même chose bientôt. Oui, Tu vas faire la même chose, hein. je vais le faire. Michel a fait ça, Michel a fait ça. En essayant de ne pas tordre la réalité. Je souhaiterais... Enfin, l'économie française va mieux. Il y a 2 ans, on était à 2200 milliards d'endettement. C'est-à-dire que chaque Français devait 30 000 euros à peu près. Et la France a commencé à s'endetter en 73-74 avec Raymond Barre. Enfin, je parle à côté d'un économiste qui va me reprendre si je me trompe. Et donc, on n'a jamais arrêté de s'endetter. De 2200, on est passé, avec le Covid, à 2645 milliards d'endettement. Autrement dit, en 2 ans, avec 2019, 2020, 2021, enfin, pardon, 2020, 2021 et 2022, voilà, on est passé à 30% d'endettement. Si l'économie française n'allait pas bien, mais je serais surpris. Mais là, on voit bien que c'est une santé qui est sous perfusion. Pour rappeler certaines choses, 2 éléments. L'Allemagne a un excédent commercial d'environ 70 milliards chaque année, 70 à 100 milliards. La France a un déficit commercial d'environ 60-70 milliards. Alors, concernant l'Allemagne, peut-être que c'est davantage, je ne me rappelle pas. Mais les Français ont un déficit. Concernant On explique quand même Oui. de quoi on parle. La- C'est la- les la- produits vendus
Voilà, alors c'est la balance commerciale, c'est-à-dire qu'on fait la différence entre les exportations et les importations. Ok. Les Allemands ont une exportation nettement supérieure, c'est comme ça qu'on fait de À l'argent. l'importation. Tandis que les Français ont une importation plus importante que l'exportation. Les Allemands... Et nous à la Martinique. Oui, grosso modo, on importe 2 milliards d'euros et on exporte bien malement entre 300 et 400 millions d'euros. 2 milliards contre 2 300 milliards, 000. Voilà. Ouais, Voilà, ok. chaud devant. En gros, quand nous achetons pour 10 euros, quand nous achetons pour 100 euros, Nous importons, nous exportons pour nous 13 euros. exportons. Et nous avons acheté tout ça champagne en fin d'année. Exact. Non, mais c'est... Bon, mais là, tu rentres dans la... Je voulais finir. consommation. Je voulais finir les chiffres. Donc de 30 000 $ par habitant, même le bébé naissant, il doit déjà 30 000 $. On est passé à 39 000 en 3 ans. Et puis, pour toujours... Est-ce que ce n'est pas l'effet du... Mais non, mais c'est- à n'importe quel prix? Ce que Ah ben Macron oui, a dit c'est au à n'importe départ quel prix, oui, tout à fait. Mais je ne dis pas qu'il ne fallait pas qu'ils le fassent. Hein. Mais quand ils me disent que l'économie va bien, eh ben, si elle allait mal, je ne sais pas ce qu'on ferait. Et puis, deuxième élément, la France, son budget, c'est 100 milliards chaque année de déficit budgétaire. C'est ça, en fait. La France dépense, elle récolte 350 milliards d'impôts, elle dépense 425 ou 450 milliards. Voilà. Bon. Tandis que les Allemands, eux, ils sont entre 15 et 20 milliards d'excédents, ou alors ils sont à zéro, à l'équilibre. Voilà, pour dire finalement, quand j'entends le ministre de l'économie se gargariser des chiffres en disant qu'on aura 6% de croissance, etc., mais là, les dettes faites là, parce que les Mélenchon, etc., disent qu'il ne faut pas rembourser. Enfin, ne pas rembourser. Je veux savoir comment vous allez faire, parce que les grands créanciers, les banques et puis les grands financeurs internationaux, les Américains, là, comment ça s'appelle, les fonds de pension, etc., ne vont plus vous prêter. Hein. Donc on est obligé de rembourser. Mais là, on n'est pas anti. Avec les 400, j'ai retrouvé 425 milliards en 3 ans. On n'est pas anti pour un endettement qui, à mon avis, va courir sur 3 générations, c'est-à-dire 75 ans, pour rembourser ça seulement. Voilà dans quelle situation se trouve la France. Alors, c'est pas la France seulement. Bon. Comme c'est l'économie française. Non, attends. Toutes les économies mondiales ont passé par cette phase d'emprunt pour empêcher l'effondrement et en créant de la monnaie. Alors, aux États-Unis, c'est la Fed, c'est le Federal Reserve Board, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, et en France, en Europe, aux États-Unis, même l'Allemagne, même la vertueuse Allemagne, a cassé son dogme, son orthodoxie en matière financière. Donc, c'est vrai, tu as raison de dire que l'endettement de la France représente à peu près 120% du PIB. Tu as donné les chiffres en valeur absolue. Bon. Cela n'empêche que il est vrai qu'il y a une reprise économique en 2021, mais reprise, alors là où j'avais été critique vis-à-vis des déclarations de Bruno Le Maire, en gros, tu as eu une récession de 8% en 2020. Et tu as une perspective, ce n'est pas encore réalisé, tu as une projection de croissance de 6%. Mais on reste en dessous de ce qu'était l'économie en 2019. Eh oui. Bon, autrement dit, les économistes qui ne sont pas gouvernementaux, je prends l'exemple d'un organisme que tu connais bien, c'est l'OFCE, disent qu'en gros, la France va rattraper le niveau de 2019 en 2023 ou 2024. Bon, mais... Si virus là, pas bannou supplémentaire. Au point à bouche moins. C'est que le problème, c'est le virus Delta. Ouais. Et même aux États-Unis, où l'économie flamboie, eh bien, on est en train de se poser la question. Donc, il y a un lien d'ailleurs entre vaccination et conjoncture économique. Ben oui. Et à l'heure actuelle en France, dans beaucoup de pays, on se dit que si jamais il y a un reconfinement
ou des mesures, peut-être pas reconfinement, mais des mesures suffisamment restrictives. Bon, alors revenons à la Martinique. Oui, rapidement, on a fini. Alors, revenons à la Martinique. C'est que la Martinique, elle a totalement décroché de la situation française. C'est que nous sommes à la 4e vague, au 4e confinement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les chefs des collectivités majeures, à Richelieu et Lestimi, ont raison Absolument. d'attirer l'attention du gouvernement sur la situation des entreprises. Pourquoi? C'est que nous avons un secteur informel, non seulement le secteur formel, mais nous avons un secteur informel, ce qu'on appelle, là, en gros, on a 25 000 personnes à 30 000 personnes qui font des jobs. Dis la vérité. Ils travaillent au noir. Ils travaillent au noir. Bon, et ces gens-là, l'argent ne circule pas. Ouais. L'argent ne circule pas. C'est les premiers qui seront atteints. C'est les premiers qui sont atteints. Donc, on a en perspective. Bon. Et d'autre part, si on ne maintient pas les systèmes là qui sont dits. Alors, la Chambre de commerce a sorti, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais les chambres de commerce, alors je le document, je vais faire un article dans Justice la semaine prochaine. Les chambres de commerce des départements d'outre-mer ont sorti un document où ils appellent le gouvernement au secours. Avec beaucoup d'autres organismes. Hein. Beaucoup d'organismes. Toute une Chambre de commerce. Alors, je vais citer pour la Martinique, quand même rapidement. Rapidement, tu as le MEDEF, tu as la Chambre de commerce, tu as la CGPME, Madame Rose, le président de l'Ordre des experts comptables, Madame Bito Deschamps, l'UMIH, les hôteliers, Jean-Yves Bonner, Contact Entreprise, Monsieur Lécuyer, Zilea, etc., etc. Bon. Donc tout le patronat, le gratin du patronat martiniquais avec le gratin du patronat guadeloupéen, mais ils n'ont pas tort. Il faut qu'on arrête, par contre. Voilà. On a dépassé l'heure. Et je voulais qu'on parle un petit peu de la grève générale annoncée en Guadeloupe le 1er septembre. Est-ce que la Martinique va suivre? Est-ce que vous pourrez répondre sur ça? Vraiment très rapidement. De toute façon, on est dans, là encore, la grève générale, on est dans des positions qui sont des positions dites sociales, mais qui en réalité sont des positions politiques. Et même idéologiques. Est-ce que c'est pendant qu'il y a des centaines de personnes qui meurent? Parce qu'il faut quand même rappeler les chiffres. Hein. Vous avez vu qu'il y a eu un petit rattrapage là. On était à 274 morts, on est passé à 405 morts. Puisqu'il y a eu un rattrapage. Alors les gens disent on n'avait pas de personnel pour saisir. OK? Mais ça, c'est 405 morts hospitaliers. Vous savez qu'il y a quasiment autant de morts dans les campagnes. Les gens sont seuls. OK? Tout à fait. Donc, alors le dernier petit scandale en date, puisque chaque jour, on donne chaque jeudi, on donne des petits scandales. Le dernier scandale en date, c'est dans le milieu des professionnels de santé. Des professionnels de santé qui se déclarent Covid. Ils rentrent dans la machine et ils disent « j'ai le Covid », alors qu'ils n'ont pas le Covid. Ça leur donne 6 mois de tranquillité, puisque quand tu as le Covid et que tu es guéri du Covid, tu as un pass sanitaire. Voilà l'autre scandale qui est en cours de route. Alors, comme on m'a dit que j'avais dit n'importe quoi la dernière fois sur les médecins, vous avez vu que Martinique Première a investigué, que l'assurance maladie a confirmé qu'ils ont mis fin à des trafics, que l'ARS a porté plainte, que donc il y avait effectivement ce genre de scandale. Anguille sous roche. Anguille sous roche. Donc, alors, il faut dire aux gens qui... ils ont raison ou ils ont tort, je ne sais pas. Mais en tout cas, la situation, quand tu lances une grève générale dans un pays où les gens, ont de moins en moins de travail, une économie qui plonge, plus des gens qui meurent, c'est sans doute le meilleur moment, quoi. Bien. Sans doute le meilleur moment. Ouais. Non, mais alors, d'après ce que j'ai lu, j'ai vu passer un appel à la grève. En tout cas, je sais. Tu parles de Martinique ou de Guadeloupe? Martinique ou Guadeloupe? Martinique. Okay. Il y a au moins 2 syndicats qui ont démenti que cet appel est un fake. La CDMT et la CGTM FSM. Très bien. Merci beaucoup. Ça va, monsieur Anelka? Ah, parfait. Non, je suis en train de regarder la liste des revendications et je suis roulé par terre. Martinique ou Guadeloupe?
Martinique. Martinique, La destitution du préfet. Du préfet, la suppression. Mais dans le même temps, moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est le droit à l'ivermectine en abondance dans les pharmacies. Vous savez, ce fameux médicament qu'on fait pour traiter les chevaux. Et les bœufs? Et les bœufs. On veut une vente libre en pharmacie dans une revendication de grève. Moi, je suis atterré. Et c'est surtout, une fois qu'on a dit tout ça, on veut un référendum local, on veut destituer le préfet, et puis on dit, envoyez de l'argent pour nous, on a besoin d'argent. Et ça me paraît tellement surprenant. C'est cohérent dans l'ensemble. C'est très cohérent. Merci à tous les quatre. Voilà, Une fois de c'est plus, tout, je pense que les gens vont être très contents. Mais je pense que cette opération est une opération destinée à décrédibiliser les syndicats. Ça doit être un fait Je monstrueux. me suis posé la question. Et ça, c'est fait pour décrédibiliser les syndicats qui ont une nécessité, en fait, qui constitue un élément fondamental de la liberté, de la démocratie. Aussi, absolument. Ouais. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup, Michel, Manu. merci beaucoup. José, Charles, Eddy, Merci à toi. merci à Grégory, merci à vous de nous avoir suivis. Alors, vous pouvez nous envoyer un mail sur zouk.tv@gmail.com ou encore par WhatsApp, si vous avez nos numéros de téléphone, envoyez-nous les WhatsApp. Moi, je fais circuler tout ce qu'on me donne, je transfère. Hein. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Hein. On peut même pas aller à la mer puisque il n'y a pas ni la mer. Pourquoi en Guadeloupe, il peut pas aller à la mer. Hein. Enfin, bon, bref. Non, allez. c'est fini en Guadeloupe, c'est fini. C'est fini. Ok, alors à la semaine prochaine, si Dieu veut, portez-vous bien, faites attention, surtout distanciation, mesures de prudence. À bientôt. Merci.